Bien, chers collègues, nous allons pouvoir commencer nos travaux, mais permettez-moi, avant le début de ceux-ci, de nous associer tous collectivement aux très sincères condoléances que nous pouvons adresser à la famille et aux amis de Mathieu Gallou, le président de l'Université de Bretagne occidentale. Il a été un très grand serviteur de l'enseignement supérieur sur l'ouest breton, mais également, et plus particulièrement ici à Morlaix, il était un interlocuteur régulier sur les questions du pôle d'enseignement supérieur public qui est installé à la Manufacture, et c'était un défenseur de la création, de l'augmentation et de la future ouverture d'un 3e département. Donc c'est avec une pensée particulièrement émue que je nous associe collectivement dans les condoléances que nous adressons à sa famille et à ses proches. Je vais commencer l'appel. Jean-Paul Vermeau, je suis présent. Ismaël Dupont. Présent. Catherine Tréanton. Présent. Yvon Laurence. Présent. Nathalie Barnet. Présent. André Laurent, pouvoir à Élise Kerebel. Valérie Scatolin. Présent. Frédéric Laminotte. Présent. Laetitia Tosser, pouvoir à Patrick Gambache. Présent. Jérôme Plouzen. Présent. Françoise Keinec, pouvoir à Valérie Scatolin. Patrick Gambache. Marie-Françoise Madec, Patricia Stéphan, Amada Zouberi, pouvoir à Ismaël Dupont, qui s'est déjà déclaré présent, Élise Kerebel, qu'on retrouve, Catel Salazar, Henri Merlin, Gaba Ngaba, pouvoir à Yvon Laurence, Edith Fer, Camille Thomas, David Guillaumard, Christelle Breton, pouvoir à Nathalie Barnet, Ghislain Guingamp, Maëla Burlot, pouvoir à Frédéric Laminotte, Jolane Faucheur, Eugène Davillers, pouvoir à Jérôme Plouzen, Jean-Charles Pouliquin, Georges Oregan, Charlotte Julie, peut-être en retard Charlotte, tout simplement, on verra par la suite, Christophe Stewart, bonsoir, Marie Galouedec, pouvoir à Catherine Tréanton, Serge Moulec nous avait savoir qu'il était absent ce soir, par un message qui vient d'arriver il y a quelques minutes, et Sabine Duval-Arnoux. Je demande à Yvon Laurence s'il veut bien être secrétaire de séance. Oui. Et c'est l'occasion de vous informer que désormais le secrétaire de séance est mobilisé le lendemain des conseils municipaux, puisque désormais toutes les délibérations, avant d'être envoyées au contrôle de légalité de la sous-préfecture, doivent être signées par le maire et par le secrétaire de séance. C'est une nouvelle modalité de gestion administrative des délibérations. Le premier point à l'ordre du jour appelle la délibération sur l'adoption du compte-rendu du conseil municipal du 17 novembre dernier. Y a-t-il des interventions sur ce conseil municipal ? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Le point suivant, avant que je vous dise quelques mots sur les délibérations remises sur table, appelle à l'information sur les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal par délégation. Y a-t-il des demandes de précision sur ces délégations? S'il n'y en a pas, nous devons prendre acte de que l'information a été donnée au conseil municipal. Sur la prise d'acte, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Alors, vous l'avez vu, elles vous ont été transmises sur table. Deux délibérations vous sont parvenues. Une qui a été complétée des chiffres sur la participation aux dépenses de fonctionnement. Nous y reviendrons, elles seront présentées par Frédéric Laminotte. Et sur le versement d'une subvention d'équilibre. Nous sommes en fin d'année budgétaire et il nous convient d'avoir les délibérations nécessaires et suffisantes pour passer les opérations d'ordre. Sur l'inscription de ces deux délibérations qui vous étaient déjà parvenues, pas d'intervention. On peut continuer, on peut ouvrir le chapitre finances avec la première délibération sur l'ouverture des crédits d'investissement présentée par Ismaël. Bonsoir à tous. Donc, le débat d'orientation budgétaire ayant lieu au mois de février pour un vote du budget au mois d'avril,
dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Donc, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc on vous demande en fait d'ouvrir des crédits d'investissement avant le vote du budget 2023 à hauteur du quart en fait, des dépenses d'investissement de l'année précédente. La commission générale et financière, dans sa séance du 6 décembre 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité sur cette délibération. Je vous prie de m'excuser. Georges Oregan. Donc, effectivement, nous avons voté cette délibération compte tenu du contexte toujours particulier que nous vivons et du report, effectivement, du vote du budget 2023. Oui, voilà. C'est l'occasion peut-être de vous donner quelques informations complémentaires. Les précisions sur la construction des grands équilibres budgétaires et notamment des coûts de l'énergie arrivent encore au fil de l'eau. Nous avons enfin eu, après 6 semaines d'échanges quasi quotidiens avec les finances publiques, les formules de calcul du bouclier tarifaire. Enfin, nous savons quels doivent être les impacts sur le budget pour piloter l'obtention de ce bouclier tarifaire qui se chiffre pour la ville à 650 000 € et pour laquelle nous avons déjà inscrit pas loin de 190 000 € sur l'avance que nous avons demandée. Ça a été, et permettez-moi de remercier Madame Auger, la directrice financière, Madame la directrice générale des finances, des services également, sur le travail qu'elles ont accompli pour fiabiliser cette donnée. Ça n'a pas été une mince affaire. Elle l'est enfin, et nous pouvons donc piloter cette ressource, puisqu'une partie a été perçue en 2022, une autre partie sera perçue en 2023. Le SDEF nous a informé des derniers calculs du propre bouclier tarifaire qui s'appliquait à son marché, et nous y avons... Alors, j'ai du mal à qualifier cette nouvelle de positive, puisque l'augmentation du coût de l'électricité, qui était de 243%, ne sera au final que de 140%. 140%, c'est quand même une multiplication par 2,4 des coûts de l'électricité. À l'heure actuelle, nous avons eu une réunion, les présidents de PCI avec le préfet du Finistère et le directeur départemental des finances publiques. Il n'est aucunement envisagé de mesures de bouclier tarifaire ou de filet de sécurité sur la question du gaz. Alors nous l'avons instamment demandé, puisque un certain nombre de nos équipements sont chauffés au gaz. Nous avons instamment demandé que les décrets sur le bouclier tarifaire, c'est-à-dire 15% d'augmentation des tarifs du gaz, soient confirmés sur l'EHPAD, mais également sur le FJT. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas fiabiliser le budget prévisionnel, puisque les décrets ne sont pas sortis. Arrivé à cela, il nous restera des efforts complémentaires à fournir et ils seront travaillés dans les semaines qui viennent, puisqu'ils devront ces mesures s'appliquer au plus vite au début d'année 2023. La construction budgétaire est un exercice extrêmement compliqué. Alors nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, mais extrêmement compliqué, notamment pour les villes qui, comme nous, quand on compte 32 établissements recevant du public, et donc un minimum sur les qualités d'accueil qu'il faut pouvoir offrir à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Donc je me permets cette digression pour informer le conseil municipal de l'avancée quelquefois laborieuse des travaux sur la construction budgétaire, mais cela avance. Pour revenir à cette délibération, s'il n'y a plus de demande de prise de parole, y a-t-il des abstentions ?
des oppositions, je vous remercie et nous pouvons continuer avec Ismaël, toujours avec l'approbation des tarifs communaux. Donc nous avons pu examiner en commission des affaires générales et financières les propositions d'évolution des tarifs communaux au 1er janvier 2023. Il s'agit la plupart du temps d'évolution à la hausse, mais une hausse qui est contenue. Ça s'applique donc aux tarifs des services techniques, aux tarifs de la police municipale, pour les placiers, l'occupation du domaine public, les commerces, les tarifs de copie en mairie, les tarifs de cimetière, la location des salles, les médiathèques, le musée, la virgule, la cuisine centrale et l'Angolvas. La logique générale de ces évolutions, c'est évidemment de trouver des recettes supplémentaires face aux différents surcoûts dont que la ville doit assumer. Notamment au niveau des fluides, mais pas que, parce que c'est aussi l'inflation en général en fait, qui s'applique à la municipalité. Des tarifs qui avaient aussi peu évolué dans les années précédentes. Donc, sur la logique d'ensemble, on est plutôt sur une augmentation autour de 5-6% pour la plupart de ces tarifs. Hors considération particulière à caractère social sur certains tarifs de location de salles, sur les tarifs par exemple de la cuisine centrale facturée à la mairie de Morlaix, ou encore sur les tickets sport, ou dans l'attente d'une réflexion sur la progressivité des tarifs en fonction du quotient familial, on a décidé de les maintenir, on propose de les maintenir à la stabilité. Au niveau des tarifs du musée, là en fait l'évolution sur les tarifs obéit plutôt à une logique commerciale, puisque ce sont des articles qu'il s'agit de vendre aussi pour amortir les coûts de publication, d'impression. Et donc c'est en fonction aussi de l'état des catalogues, des articles et de leur attractivité pour le public que les tarifs ont été déterminés par le service musée. Et en fonction aussi des prix des éditeurs. Quoi d'autre ? Donc pour ce qui est des services techniques, on est sur une augmentation des différents tarifs d'à peu près 6%. Pour ce qui est des tarifs des droits de terrasse et de tourniquets, porte-cartes, chevalets dans les commerces, sur l'étalage pour les commerçants non sédentaires, on est sur des augmentations en gros entre 4 et 7%. Parfois, pour avoir un chiffre rond, en fait, on a adapté aussi le pourcentage d'évolution pour avoir des chiffres à peu près cohérents. Sur les concessions de cimetières, il y a eu un travail assez fin, réalisé par le service état civil, cimetière, Madame Tosser, et puis le service correspondant, pour s'aligner sur les pratiques des communes avoisinantes, parce qu'on avait donc des tarifs de concession qui étaient en dessous de la moyenne des communes voisines. Et pour autant, on a aussi des frais qui ont tendance à augmenter, parce qu'on pratique maintenant le zéro phyto dans les cimetières. Donc, il a fallu investir dans du matériel pour faire pousser des pelouses, pour pouvoir les tondre. Il y a aussi le développement des columbariums. Donc, il y a une politique vraiment d'investissement pour aller vers du qualitatif en fait dans les cimetières, et du coup on fait évoluer un petit peu le tarif des concessions, sauf les perpétuels, sachant qu'il y a des recettes aussi du coup qui vont en face de ces dépenses.
Pour ce qui est des locations de salles, on est sur des augmentations aussi entre 5 et 6%. Pour ce qui est des sports, donc il y a sur les tarifs de piscine, il y a aussi un principe d'évolution de plus 6% en moyenne. Ticket sport, je l'ai dit, donc on est à stabilité en attente des travaux de ce groupe de travail sur l'évolution des tarifs au ticket sport et puis l'ensemble de la problématique ticket sport. Après, donc, vous avez les tarifs, sur les tarifs de bibliothèque, on est sur une augmentation de 5-6% aussi. Sur les tarifs du musée, donc là, c'est beaucoup plus variable en fonction des articles. Vous avez les tarifs de la plateforme culturelle La Virgule qui augmente aussi en moyenne de 5-6%. Les tarifs de la cuisine centrale, donc là, c'est la ville en fait qui achète ses repas pour les cantines scolaires et les centres de loisirs à la cuisine centrale. Donc on fait porter à la ville un effort supplémentaire de 2%, plus 2%, sachant que c'est un jeu de vase communicant, puisque ce qu'on paye d'un côté, on ne le paiera pas dans la subvention d'équilibre de la cuisine centrale, et que l'enjeu, c'est aussi d'augmenter les tarifs pour nos clients extérieurs, faire en sorte notamment d'absorber les coûts liés à l'inflation sur les denrées alimentaires, les fluides, et puis également aussi les dépenses de personnel. Voilà. Et sur l'Angolvas, on est sur une augmentation aussi d'autour de 6% de l'ensemble des prestations. Voilà. Donc le but du jeu, c'est évidemment de s'adapter à l'inflation et puis de trouver un petit peu de recettes supplémentaires en restant sur des augmentations qui sont maîtrisées, parce qu'on a bien conscience aussi que nos concitoyens, leurs revenus n'évoluent pas non plus forcément à la même vitesse que l'inflation. Merci. Juste une information avant de faire circuler la parole. Charlotte Julie nous a envoyé son pouvoir pour Georges Oregan. Ouais. La parole circule. Alors, Georges. Comme nous l'avons indiqué lors de la commission qu'on appelait entièrement des finances, nous nous abstiendrons parce que autant il y a les tarifs d'augmentation qu'on aurait pu voter, par contre, il y en a d'autres à caractère social dont on pense qu'il aurait fallu les maintenir à ce qu'ils étaient, parce qu'effectivement, comme l'a dit Ismaël, c'est dur pour les familles. Les droits de place, il y a des commerçants pour lesquels c'est dur également, et je pense qu'il faut penser à eux. Autre raison de s'abstenir pour nous, c'est que, on vote des tarifs alors qu'on ne connaît pas les grands équilibres du budget du fait de son report, et de ce fait, il y a peut-être des dépenses que vous avez prévu d'engager que vous aurez pu ne pas faire, et effectivement pour garder les équilibres de budget. Voilà. Alors, je recherche sur les différents tarifs dont vous parlez, les tarifs à caractère sociaux qui touchent directement les familles. Si vous voulez bien me donner un exemple. Caractère social, ça peut être aussi bien l'accès tarif à la virgule, ça peut être des tarifs et autres, parce que effectivement, il y a des familles pour lesquelles c'est important. Même si ça, effectivement, ça joue sur des petits volumes, mais bon. Donc le caractère social, ça ne veut pas dire une aide sociale nécessairement. Ça peut être effectivement l'accès aux familles à certains services. Permettez-moi de les retrouver, mais c'est vrai que nous avons fait évoluer, par exemple, le coût du café de 1,20 € à 1,30 € sur les coûts de la virgule. On parle de ces horizons-là. Mais c'est vrai, tant en pourcentage, on peut se dire calqué sur l'inflation, alors que l'ensemble de nos concitoyens, les classes populaires plus fortement, mais l'ensemble des classes sociales qui composent notre société sont impactées par l'inflation, que l'effort devrait être fait. Et vous dites, permettez-moi de le contredire, nous n'avons pas encore voté le budget, que nous votons des augmentations. Je vous ai informé des grands équilibres budgétaires
je vais peut-être compléter ces grands équilibres. On parle par exemple, le gouvernement nous a informé d'une augmentation exceptionnelle de la DGF, dotation globale de fonctionnement, qui n'avait pas évolué depuis des années et qui, sous un mandat encore précédent, avait fortement baissé. À l'époque, la plus forte baisse de la DGF qui avait impacté la ville était de l'ordre de 500 000 €. L'augmentation des tarifs de l'énergie hors inflation sur les autres fournitures de la collectivité, c'était 2,4 millions dans la première approche. Donc vraiment là, un mur financier à franchir d'autant plus compliqué. Dans les grands équilibres, la DGF par exemple, on annonce une évolution de 1,47%. C'est vrai qu'elle n'avait pas évolué depuis longtemps. Mais quand elle évoluait pas, on avait une inflation ces dernières années, grosso modo, d'1% par an. Donc en euros constants, on perdait ce pourcentage d'inflation, on perdait 1% de DGF. Là, elle augmente de 1,47, on va arrondir à 1,5, pour une inflation à 6,5. On perd 5% de DGF. Donc, on se doit d'appliquer les tarifs à partir du 1er janvier, c'est pour ça que nous les présentons. Nous sommes extrêmement vigilants sur des tarifs qui ne concernent pas des achats quotidiens et récurrents. Effectivement, assumer d'impacter l'inflation. Ça peut être la location d'un panneau quand on déménage. Les droits de place, ils évoluent, je crois, de 10 centimes du mètre linéaire. Donc ce sont quand même, au-delà du pourcentage, des augmentations, j'espère, avec lesquelles nous n'allons pas mettre en péril. Après, il y a des activités où effectivement c'est un besoin social. Ticket sport, nous en avons débattu. Et ticket sport, au-delà du gel des tarifs, nous voulons aller au-delà et voir si nous avons la capacité de gérer un système au quotient et donc qui soit progressif, comme nous l'avons sur le prix des cantines scolaires. Les cantines scolaires, je dis, il faut être vigilant parce que là, nous ne votons pas les tarifs aux familles, hein. Nous votons les tarifs de refacturation. Avec une nouvelle politique, c'est qu'à la fin, quoi qu'il arrive, et nous y reviendrons dans les mois qui viennent, l'équilibre, ou même dans les délibérations qui suivent d'ailleurs, l'équilibre de la cuisine centrale est assumé par les Morlaisiennes et les Morlaisiens. Donc 2% sur le tarif de refacturation à la mairie, on crée un tarif extérieur parce qu'il doit prendre en charge une partie des investissements et du renouvellement de l'appareil cuisine centrale parce qu'il ne le paye pas directement dans son investissement qui lui est basé sur les recettes de la commune. Donc j'entends, puis j'entends qu'il n'y a pas une désapprobation très forte, je l'apprécie également aussi dans votre abstention. On essaie d'avoir un exercice qui soit sur les tarifs qui ne sont pas récurrents, d'appliquer l'inflation, sur des tarifs qui peuvent toucher directement les équilibres et impacter les finances de la ville de Morlaix, indirectement des Morlaisiens, 2%, et 0 sur des tarifs ticket sport. Les familles en ont besoin pour les activités, notamment pendant les périodes de congés scolaires. Et j'en fais la publicité puisque la campagne ticket sport de la période hivernale est ouverte. Là, on a fait le choix de maintenir... ouais, elle est déjà fermée. Bon. Donc c'est donc qu'elle rencontre un vrai succès. La question qu'on s'est posée, par exemple, sur le sport, c'est la piscine. La piscine qui a, avec l'énergie, des surcoûts majeurs. Fallait-il avoir un compte d'exploitation spécifique de la piscine? Et là, l'augmentation aurait été en plusieurs dizaines de pourcents du coût, ou plutôt avoir une politique générale de réfraction de l'impact de l'inflation sur un ensemble de tarifs qui permettent également, dans ce cadre-là, d'avoir une augmentation contenue de la piscine, puisqu'on a sur ce poste-là, sur le gaz, elle est encore chauffée au gaz, des augmentations sensibles. Et des mesures ont été prises, et j'en remercie l'adjoint au sport. On essaie de faire une mouture la plus équilibrée possible et la moins impactante sur le quotidien de nos concitoyens. Il n'y a pas d'autres interventions. Alors des abstentions, 1, 2, 3, 4, 5 avec le pouvoir, des oppositions. Je vous remercie et nous pouvons continuer avec la délibération suivante qui découle directement de la décision modificative votée au précédent budget et qui nous permettra de passer les opérations budgétaires, le versement d'une subvention d'équilibre à différents budgets annexes.
Donc le premier de ces budgets annexes, c'est celui de la cuisine centrale. Monsieur le maire en a parlé. Donc, afin de clôturer le budget de la cuisine centrale en équilibre, il est proposé au titre de l'année 2022 de verser la somme maximale de 185 021 € sur l'article 74 741 sur le budget annexe cuisine centrale et à l'article 67 441 sur le budget principal. Sachant que c'est une subvention d'équilibre qui est supérieure à ce qui se réalise sur une bonne année, disons. On est plutôt autour de 80 000, 90 000 €. Là, c'est 185 000 €. Et que la prévision pour l'année prochaine, elle serait d'une subvention d'équilibre encore plus importante. Donc, liée notamment aux dépenses d'énergie et aux dépenses de denrées alimentaires, puisque le Conseil d'État a émis un avis qui permet aux entreprises de revenir voir la collectivité, même quand il y a des marchés, pour augmenter le prix des fournitures alimentaires de 10-15%. Et les entreprises privées de restauration collective répercutent sur leurs clients de manière, du jour au lendemain, ces augmentations, parfois sur des augmentations de 25-30%. Nous, en tant que service public, on est moins brutal dans l'approche aussi, et aussi parce qu'on sert aussi des services publics, pas que, mais en partie. Mais par contre, on aura quand même l'enjeu de pouvoir revoir nos contrats pour faire en sorte que ce ne soit pas les Morlaisiens, comme l'a dit monsieur le maire, qui payent, qui subventionnent les repas de nos d'autres pris dans d'autres communes ou par des clients privés associatifs. Y a-t-il des interventions? Georges? J'attendais que tu lèves la main, Georges. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que nous avons voté cette délibération en commission. Voilà. Tout à fait. Et nous vous en remercions. Merci Georges. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue avec le versement d'une subvention d'équilibre au budget petite enfance. Donc c'est aussi une délibération qui, celle-ci, est plutôt classique, celle-ci aussi. Le budget d'équilibre du pôle petite enfance qui, cette année, donc, se monte à 1 137 044 €. Donc ça traduit aussi l'effort très important de la ville pour la petite enfance, la crèche collective, la crèche familiale, qui est aussi une spécificité à la ville de Morlaix, qui n'existe pas dans toutes les collectivités. Alors certes, peut-être que Mme Tréanton reviendra dessus, mais il y a toujours une demande qui est plus forte que l'offre de la ville, mais par contre, il y a un véritable volontarisme de la collectivité pour prendre en charge cet accueil des jeunes enfants, qui est aussi un élément d'attractivité pour le territoire et de facilitation de la vie quotidienne des familles. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On peut continuer cette fois-ci avec le budget annexe de Langolvas. Donc pour ce qui est du budget annexe de Langolvas, on vous demande de voter une subvention d'équilibre de 141 448 €. Voilà, donc qui est légèrement supérieure à ce qu'elle était avant la crise sanitaire. On était plutôt aussi autour de 80 000, sachant que Langolvas retrouve une activité régulière. En tout cas, il y a un certain nombre d'événements qui s'y déroulent tout au long de l'année. Et c'est important pour arriver justement à réduire cette subvention d'équilibre, sachant que c'est un équipement qui fournit des services sur le territoire et dont il n'y a pas forcément d'équivalent sur le territoire pour certaines missions. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On va continuer avec
une délibération concomitante à une prise à Morlaix Communauté sur la renonciation à perception sur la taxe d'aménagement. Un décret prévoyait que la taxe d'aménagement devait être transférée à l'EPCI depuis les communes, puisqu'elle est perçue par les communes. Alors le décret, il est enfin tombé, c'est de devait à, elle s'est transformée à pourrait. Toutefois, il faut délibérer de manière concomitante entre les deux collectivités, donc Morlaix-Co et les 26 communes, pour acter sur l'année 2022 et 2023 que la taxe d'aménagement restera une perception communale. Donc c'est l'objet de cette délibération plutôt favorable aux finances de la commune. Sur cette question, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous continuons avec l'approbation du rapport de la CLECT du 10 octobre 2022, cet acronyme barbare qui cache derrière lui la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Et là, cette CLECT concernait la gestion des eaux pluviales. Vous la verrez peut-être apparaître dans des documents sous le joli acronyme de GEPU. La compétence a été transférée à l'intercommunalité et il y avait une première évaluation du montant de ce transfert qui avait donné des premières attributions de compensation, mais qui avait fait l'objet d'une clause de revoyure qui a été mise en place cette année avec un recalcul et une connaissance plus fine de l'ensemble du patrimoine sur la question des eaux pluviales, sur les kilomètres de réseau, le nombre d'avaloirs, leur récurrence d'entretien. On a modifié à l'unanimité des membres de la CLECT le taux de renouvellement des installations. La première CLECT était partie sur un taux de 167 ans, je crois, de tête. Ça veut dire un renouvellement d'un tuyau tous les 167 ans. Nous sommes revenus à 100, donc un renouvellement complet du réseau tous les 100 ans, ce qui semble un peu plus correspondre à la durée de vie des matériels qui sont installés à l'heure actuelle. Et surtout, nous avons décidé collectivement, à l'échelle de la communauté, d'avoir une participation à hauteur de 35% de l'EPCI sur le montant des investissements concernant le réseau de la gestion des eaux pluviales, ce qui est extrêmement rare, un si fort taux de participation qui démontre le niveau d'intégration de cette question de l'eau au niveau de l'intercommunalité Morlaix Communauté. Donc, les incidences par rapport à la première CLECT, cette clause de revoyure, elle est pour les finances de la ville bénéfique sur les deux volets, bénéfique sur le volet fonctionnement, puisque par rapport à la CLECT précédente, nous y avons un gain de 23 766 € dans l'attribution de compensation, et elle l'est, mais dans une moindre mesure également sur l'attribution de compensation sur la question des investissements, puisque là, l'attribution de compensation que nous aurions dû verser à Morlaix Communauté baisse de 4 039 €, donc un gain de pas loin de 28 000 € au total, dans une meilleure connaissance et dans des dispositifs collectifs adoptés à l'échelle de Morlaix Communauté. Et donc la Commission des Affaires Générales et des Finances avait émis un avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Il faut passer tout le rapport de la CLECT pour arriver à la délibération suivante qui est présentée par Valérie Scatolin sur les dérogations collectives du repos dominical. Bonsoir. Donc c'est une délibération qui revient tous les ans, voilà, à la même époque. Donc conformément à la réglementation en vigueur, les dérogations au repos dominical sont possibles dans la limite de 5 dimanches par an dans les établissements de commerce de détail, alimentaire, non alimentaire et automobile. Une réunion communautaire s'est tenue le 3 octobre 2022 pour déterminer le nombre et la liste des dimanches dérogeant à la règle dominicale pour l'année 2023. Donc, suite à cette réunion, réunissant les partenaires concernés, il a été proposé de limiter à 5 le nombre de dimanches pouvant déroger à la règle du repos dominical, sauf pour les commerces alimentaires fixés au nombre de 6. Donc, pour 2023, ce qui est proposé donc pour les commerces non alimentaires et concessions automobiles, dimanche 15 janvier, dimanche 12 mars, dimanche 11 juin
17 septembre et 15 octobre. Et pour les commerces alimentaires, il est proposé les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 10 décembre, 17 décembre, 24 décembre et 31 décembre. Donc, si les termes de cette délibération leur agréent, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à émettre un avis favorable sur les dimanches pour déroger à la règle du repos dominical pour l'année 2023. La Commission des affaires générales et financières a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci de cette présentation. Georges? Non? Ah, j'ai cru. Ouais. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. On peut continuer. Donc, André Laurent, à qui nous souhaitons un très prompt rétablissement. Hein, l'épidémie de grippe est active sur le territoire, sera remplacée par Élise Kerebel pour la présentation de cette délibération. Bonsoir. Depuis le 2 janvier 2017, l'association Recherche Travail intervient à Langolvaz dans le cadre d'une convention annuelle sous la forme de prestations d'appui, manutention, montage de scènes et de gradins, nettoyage, et sous la forme de travaux, peinture, moquette, sol. Ce dispositif donne satisfaction tout en permettant d'inscrire la municipalité dans un dispositif d'insertion sociale et professionnelle de personnes durablement exclues du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d'accès ou de maintien dans l'emploi. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de prolonger le dispositif pour l'année 2023. Le montant de 8 000 € TTC constitue une enveloppe maximale accordée à ce dispositif. Dans la pratique, les dépenses moyennes avoisinent les 6 000 à 7 000 € annuels. Considérant le projet de convention annexé, si les termes de cette délibération vous agréent, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention entre la ville de Morlaix et l'association ART pour l'année 2023 pour la gestion d'un chantier d'insertion. Article 2. Dire que les dépenses correspondantes sont imputées pour un montant total maximum 8 000 € TTC sur le budget annexe du fonctionnement de Langolvaz. Cet acte sera transmis au préfet du Finistère au titre du contrôle de légalité. Il peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois auprès du tribunal administratif de Rennes ou sur le site à compter de l'accomplissement des mesures de publicité adaptées ou de sa notification. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 6 décembre 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Élise. Y a-t-il des questions? En renouvellement de la coopération avec l'ART, qui est un partenaire, certes de la ville, mais avant tout un partenaire de l'insertion professionnelle sur le territoire. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Et nous pouvons continuer avec la présentation de la création de poste. Patrick Gambache. Oui, merci. La création de poste de responsable des fêtes, cérémonies, animation commerçant. Donc, comme vous le savez, le conseil municipal est le seul compétent à créer des postes et à les inscrire, au budget. Donc, on vous demande de bien vouloir accepter la création de ce poste, qui est un poste à temps complet, qui aurait un effet à partir du 1er janvier 2023. Et donc, ce poste est en 2 parties. Une partie fêtes et cérémonies, sur laquelle on travaille déjà, et qui a pour but d'organiser, de créer, de gérer l'ensemble des cérémonies. Et sur la partie animation commerçante, d'établir les relations avec les commerçants, de participer à ces animations et d'établir un plan d'action. La gestion administrative et financière était une chose qui était sous-estimée, on va dire, et qu'on souhaite remettre en place, c'est-à-dire d'avoir une étude après chaque action, de pouvoir voir exactement combien ça a coûté à la commune et de voir effectivement comment elle a fonctionné et quel est le taux d'efficacité qu'il y a eu sur ces animations. Donc, si vous en êtes d'accord, on vous demande dans l'article 1 d'adopter la création du poste et dans un article 2 d'inscrire au budget de la commune ce dit poste. Voilà, la Commission des affaires générales et financières avait voté un avis favorable à l'unanimité lors de sa séance du 6 décembre. Merci. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous arrivons à la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat d'association. Frédéric Laminotte. C'est une délib qui passe tous les ans aussi. Donc, la commune de Morlaix a signé un contrat d'association avec les établissements privés suivants. Donc, l'école d'Iwan, l'école Notre-Dame de Lourdes, l'école Notre-Dame de Ploujean et l'école Saint-Joseph.
Pour l'élève scolarisé dans une école privée sous contrat d'insertion située sur la commune de résidence, l'obligation de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public qui impose, en application de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation, que ces dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le coût moyen départemental de fonctionnement par élève pour l'année scolaire 2022-2023, communiqué par la DSDEN en juillet 2022, est fixé à, pour les écoles maternelles, 1672,31 pour les écoles maternelles, pour les écoles élémentaires, 537,34. Considérant que pour 2022, le coût de fonctionnement par élève morlaisien est, pour les écoles maternelles, 1971,88, pour les élèves des écoles élémentaires, 808,11. Chaque direction des écoles sous contrat d'insertion a fourni à la commune des effectifs des enfants morlaisiens scolarisés dans leur établissement à la rentrée 2022. Le forfait pour les écoles sous contrat d'association suppose donc une participation de la commune dans les conditions suivantes. Donc, c'est par rapport aux effectifs morlaisiens. Donc, pour l'école d'Iwan, 26 636 €. Pour l'école Notre-Dame de Lourdes, 73 799 €. Pour l'école Notre-Dame de Ploujean, 114 269 €. Pour l'école Saint-Joseph, 109 808 €, soit un coût total de 324 448 €. Merci Frédéric. Y a-t-il des interventions? Georges? Oui, nous prenons acte du fait que vous avez tenu compte des observations que j'avais notamment formulées en commission enseignement et commission des affaires générales et financières, dans lequel la base de calcul qui a été retenue par la ville n'était pas conforme à la loi. Et vous preniez en compte la moyenne départementale et non pas le coût dans la commune de Morlaix. Et effectivement, à l'arrivée, quand j'avais fait mes observations, je ne connaissais pas le montant, la somme par élève morlaisien, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Et effectivement, à l'arrivée, cela crée une sacrée différence, de l'ordre de 77 000 € entre la première version et la deuxième version. Donc, cela a un coût, mais c'est le coût de l'égalité entre les élèves du public et du privé. Donc, ça va peser sur les finances de la ville, mais c'est le prix de l'égalité. Voilà. Alors, et si nous ne l'avions pas fait, si vous ne l'aviez pas fait, effectivement, c'est une délibération qui ne passait pas le contrôle de l'égalité. Erreur. La loi offre deux possibilités. Soit le choix du forfait départemental, soit le choix du forfait municipal calculé. Effectivement, votre remarque a été judicieuse en cours de commission, puisque nous n'avions pas, il faut le dire, suite à une petite réorganisation dans le service, calculé le forfait départemental. Donc, comme la loi l'autorise, la proposition de délibération s'était faite sur le forfait départemental. Et donc, elle n'aurait pas été illégale. Par contre, effectivement, comme vous le soulignez, nous consacrons dans les finances de la ville des sommes bien plus importantes dans l'accueil de nos élèves dans les écoles publiques que la moyenne départementale. Je l'ai calculé, pour les écoles élémentaires, c'est plus de 50% en termes de montant par élève par rapport à la moyenne départementale, et c'est dans les écoles maternelles plus 17%. Et nous avons assumé depuis 2020 et depuis le début de notre mandat d'avoir sensiblement augmenté ces dépenses. Alors, elle augmente aussi, il faut le dire et il faut le reconnaître, puisque la formule de calcul intègre les fluides, elle augmente aussi naturellement sur une partie des fluides, mais l'investissement en matériel informatique, les animations diverses dans les écoles font que ce forfait municipal est bien plus élevé. Et donc, non pas en termes de respect de la loi, mais en termes d'habitude qui était prise, c'était bien le forfait
local municipal qui était pris en termes de calcul, et vous le soulignez, l'effet entre le forfait départemental et le forfait local est sensiblement plus élevé, puisque quand on prend le forfait local, chaque euro consacré à une école publique aura une incidence sur l'augmentation du forfait à une école sous contrat, qui bénéficie de subsides publics à des montants, là pour le coup, extrêmement élevés, mais ce qui correspond aussi à un investissement extrêmement élevé de la collectivité, puis l'occasion m'est donnée de le réaffirmer, hein, dans ces écoles publiques, avec des dispositifs au-delà du réglementaire sur le nombre d'ATSEM, en plus avec un système d'économat qui assure le ménage quand dans bon nombre d'écoles il est effectué par le personnel ATSEM, donc des dispositifs véritablement qui sont très favorables au fonctionnement des écoles et dont la résultante, hein, en application du forfait local, est le versement de ce forfait aux différentes écoles privées pour un montant de 324 448 €, alors que si on avait adopté le forfait départemental, et il était hors de question d'adopter ce forfait départemental, sauf que nous en ayons débattu en commission, aurait été de 249 000 €, soit une différence de 75 000 €. Oui, Georges ? Nous prenons acte du fait que vous ne changez pas les règles appliquées par la ville de Morlaix. En tout cas, pas sans débattre. Et comme le débat n'avait pas eu lieu, il était hors de question d'avoir une décision sans que la commission ait pu s'exprimer sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous continuons avec la politique de la ville, ou plutôt ce qu'il en reste, avec Catherine Tréanton. Donc, politique de la ville, protocole d'engagement réciproque. Donc, le protocole d'engagement 2021-2022 est le résultat d'un travail conjoint et la réflexion d'une stratégie collective associant largement les institutions. Il prévoit pour chacun des axes des objectifs prioritaires déclinés en actions avec des indicateurs d'évaluation précis. Donc, les engagements initiaux, tels que prévus dans le contrat de veille active co-signé en 2015, sont maintenus et perdurent sur la période. Il ne s'agit donc pas de réécrire le contrat de ville active, mais bien de prolonger ces actions. Un avenant de prolongation a été signé jusqu'au 31/12/2022. La démarche d'évaluation du contrat de veille active 2017-2022 est en cours de réalisation. La nouvelle loi politique de la ville prévue courant 2023 n'est pas actualisée à ce jour. Il est donc proposé de prolonger les actions du contrat de veille active jusqu'en fin 2023. Merci Catherine. Effectivement, je me permettais une petite remarque en cédant la parole à notre adjointe aux affaires sociales. C'est que nous sommes en contrat de veille active et nous ne sommes plus de plein droit dans la politique de la ville. Et qu'effectivement, nous devons cela à une modification il y a quelques années du périmètre géographique des indices sociaux de la ville. Vous l'avez peut-être vu dernièrement dans des titres dans la presse, nous ne sommes pas la ville la plus pauvre du Finistère. Par contre, nous sommes la ville où la proportion de nos concitoyens en dessous du seuil de pauvreté est la plus forte, atteignant 20%. Je le dis toujours, ceci nous crée une responsabilité particulière qui se traduit dans les dispositifs de la ville, mais je le dis aussi, cela ne crée pas de dysfonctionnement, parce que si on met, et je le souligne régulièrement, si on met par exemple les indicateurs du Conseil local de prévention de la délinquance, ils sont plus faibles que la moyenne. Donc on a certes une ville où beaucoup de nos concitoyens ont des difficultés, mais la gestion urbaine de la ville a fait en sorte qu'elle ne soit pas concentrée sur un seul quartier. Nous avons des quartiers d'habitat social disséminés sur l'ensemble de la ville, sans point noir de quartiers qui seraient dès lors quartiers prioritaires en politique de la ville, les fameux QPV. Par contre, malgré des indicateurs sociaux globalement à l'échelle de la ville qui justifieraient de plein droit l'obtention de la politique de la ville, dont les montants pour le coup seraient doublés par rapport au contrat de veille active, le fait que nous n'ayons pas de quartier ou un seul quartier où se concentreraient les difficultés sociales, nous fait perdre la moitié des moyens de la politique de la ville. Ça avait été dénoncé à l'époque
J'ai réécrit dernièrement, nous avons fait un courrier conjoint, Ville de Morlaix, agglomération, qui est un de nos partenaires sur le sujet, pour demander la réintégration de plein droit. C'était au moins pour faire un peu comment dire, de rappel à la préfecture, parce que si les dispositifs devaient être modifiés pour le futur contrat, et que s'il y avait la possibilité que nous réintégrions pleinement la politique de la ville, bon, on a voulu remettre le sujet en lisibilité du préfet, qui en a accusé réception, mais qui n'a pas répondu pour l'instant. Voilà ce qui me permettait, enfin ce qui m'autorisait à faire cette remarque sur ce qu'il restait de la politique de la ville. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On va continuer avec l'aide aux familles pour la récré. Alors j'ai mon nom en termes de rapporteur, mais je crois que c'est toujours Madame Tréanton qui va le rapporter. C'est une erreur. Oui, c'était parce que c'était Laetitia Tosser. Ah ouais, c'était Laetitia Tosser. Excusez-moi, je me suis posé la question, mais j'ai la réponse dans les pouvoirs qui ont été donnés. Vous le savez, nous avons mis en place un tarif dégressif pour tous les enfants de la commune afin de participer aux activités de la récré. Et il s'agit là de renouveler ce dispositif exactement dans les mêmes montants d'aide, dans les mêmes proportions. Et nous soulignons dans la délibération que cette grille des cautions est identique à celle qui a été retenue pour les cantines, les garderies de la ville, ainsi que pour les cours dispensés au patio. Donc voilà, renouvellement de ce dispositif exactement dans les proportions où il existait. Y a-t-il des interventions sur le sujet? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous pouvons continuer. Et c'est toujours moi qui agit. C'est l'exercice 2023, les subventions partielles aux associations conventionnées. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 associations subventionnées. Et dès lors, comme nous avons repoussé le vote du budget, la proposition propose de leur verser d'ici avril, donc sur un quadrimestre, un tiers de l'année, un tiers de la subvention contenue dans la convention, ce qui leur permet d'assurer leur fonctionnement sur le premier quadrimestre de l'année. Et la Commission générale et des finances a donné un avis unanime sur ce sujet. Y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Yvon Laurence nous propose la délibération concernant le FLEGE. Oui, merci. Le conseil municipal est donc appelé à se prononcer sur l'attribution de subventions dans le secteur de la jeunesse. Alors effectivement, on va d'abord voir le FLEGE et puis on verra le PEL ensuite. Alors sur le FLEGE, il s'agit d'un projet. Alors le FLEGE, la différence entre les deux, si je peux me permettre, c'est que le FLEGE a une portée relative à l'engagement et à l'émancipation des jeunes. Ce n'est pas simplement accompagner des jeunes dans un projet de sortie, de voyage, etc. Il y a une véritable utilité sociale dans le FLEGE et c'est ce qui en fait la différence avec les PEL. Donc dans ce cadre-là, un projet cinéma avec vidéo et son porté par une association qui s'appelle WAF et qui sollicite la ville à hauteur de 400 €. Elle a mobilisé 11 jeunes du territoire, 11 jeunes adolescents. Il y a un groupe a travaillé sur le son, l'autre sur l'image. Et ça s'est passé pendant une semaine au cours de l'été. Voilà, donc si les termes de la délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'octroyer à l'association WAF une aide de 400 €. Pas d'intervention. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? On peut poursuivre avec le projet éducatif local. Oui. Alors, projet éducatif local, donc je ne redis pas ce qu'est le projet éducatif local. C'est une aide, une subvention destinée à accompagner les projets des jeunes au sein des structures qu'ils fréquentent. Alors, je vais me permettre rapidement de vous les lire, de vous dire de quoi il s'agit. À la MJC, donc, un projet échange et partage pour 200 €. Il s'agit d'un travail avec un artiste qui s'appelle Elzo, un artiste spécialisé dans le collage, dans les montages à partir de collages. Les ateliers d'été, donc pour 500 € avec stage théâtre, improvisation, mais aussi
du BMX et du cinéma. Pour des jeunes qui fréquentent Morlaix Animation Jeunesse en route vers de nouveaux horizons, ce sont deux séjours, l'un de 6 jours pour des 14-16 ans à Saint-Jean-de-Luz et l'autre à Fouesnant pour des jeunes de 16 ans. Les vacances, une aventure exceptionnelle, c'est un stage de surf, également un séjour à Plouzané pour faire du karting, Crozon, enfin bref, et Plouhinec. Donc vraiment le stage qui va bien l'été, surtout quand il fait beau. Festifoot, tout le monde connaît Festifoot, mais un petit mot quand même pour dire que c'est une journée conviviale de pratique des sports collectifs en plein air, du foot, mais aussi des sports qui se pratiquent plus trop en plein air, hein. Le hand, le basket, à travers des petits concours, etc. Je vois le maire tout souriant parce qu'il s'y est très bien amusé cette année, en famille. Et voilà, c'est une très belle initiative qui continue. Alors, elle comprend un volet prévention, hein, avec la participation notamment du XAPA, etc., sur la prévention à l'usage des stupéfiants pour les ados. Et c'était une remise en route cette année. Je pense que l'année prochaine, on sera plus fort. Et avec un accent encore plus important sur le volet prévention. Les missions d'aller vers, donc il s'agit pour 6 000 €, toujours conduite par MAGE, il s'agit de renforcer la présence de MAGE, non pas tant dans l'accueil à MAGE, mais sur le terrain. Et dans ce cadre-là, ils assurent une présence hebdomadaire dans le cadre d'un accord avec le principal du collège Mendès France, une présence hebdomadaire pendant la pause méridienne devant le collège pour rencontrer des élèves, etc., faire tout un travail d'échange, d'information, de prévention, qui va d'ailleurs se renforcer encore, à la lumière des résultats du diagnostic que nous sommes en train de conduire avec l'association Don Bosco et qui devrait permettre de cibler un plan d'action relatif donc à l'accompagnement, à la prévention et à l'aide aux jeunes un petit peu en difficulté, on va dire, hein. On parlait de politique de la ville à l'instant, c'est de cette population dont il s'agit. L'accueil collectif de mineurs de la récré, être bien dans ses baskets, c'est tout simplement la pratique d'activités physiques et sportives dans le cadre de l'accueil de loisirs de l'été. Le conte merveilleux, 3 journées pour 16 enfants de 8 à 11 ans, donc qui ont travaillé autour du conte. Le rugby club du Pays de Morlaix, rebond favorable, une action conduite d'abord dans les écoles sous forme d'une initiation au rugby, et puis ensuite une grande journée à Quéranroux au printemps, avec non seulement des écoles, des élèves des écoles élémentaires, alors d'abord de tout le territoire, ensuite s'y joignent également des écoles des IME, des établissements spécialisés, et ça nous fait une journée très joyeuse à Quéranroux dans la pratique du rugby. C'est une excellente initiative. Enfin, il y en a plein d'autres, mais celle-là est particulièrement... et c'est très très joyeux. Si vous visitez, si vous avez l'occasion, allez-y, parce que vraiment ça se passe super bien. Voilà, j'arrête. Lycée Notre-Dame-du-Mur, je recycle, je transforme. Ça, c'est un travail qui vise à aider à l'autonomie les élèves de l'Ulysse Pro, hein, un établissement spécialisé. L'association Coup de pouce et la sortie nautique, ça c'est une action qui est très ancienne, hein, et qui se poursuit encore. On pourrait y réfléchir, mais bon, pour l'instant, elle donne en tout cas cette très satisfaction forcément à ceux qui le pratiquent, mais ça nous apparaît comme restant une action utile. Projet d'écran à Douarnenez, il s'agit d'une action commune entre le DRE, le dispositif de réussite éducative, une des composantes de la politique de la ville, et avec l'éducation nationale sur la prévention de l'usage des numériques, enfin des écrans, hein, du numérique pour les enfants. Alerte Docène. Alors, alerte Docène, ah oui, c'est un stage d'une semaine au 3e trimestre avec pratique de surf associée avec du sauvetage et même passage du PSC1. Voilà, donc du premier niveau de secouriste.
Ensuite, le parcours d'engagement citoyen pour une demoiselle qui s'appelle Lolita Lebras et qui fait un BAFA citoyen. C'est-à-dire qu'elle fait son stage pratique dans différentes structures de la ville et elle est accompagnée à ce titre, alors même qu'elle fait sa formation de BAFA avec les CMEA. Et Tempo Focus Théâtre et le Temps, donc c'est une initiative sur le théâtre conduite par l'école Jean Jaurès. Voilà. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Donc, ces deux délibérations permettent notamment le paiement des crédits sur l'année 2022. C'est pour ça qu'ils doivent être adoptés avant le 31 décembre. Et j'ai fait le total des appuis aux différents partenaires là, du PEL. Il y en a pour un montant de 16 463,27 €. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On peut continuer avec Ghislain sur la convention d'occupation de la salle socioculturelle de Ploujean. Oui, alors il s'agit du renouvellement d'une convention annuelle qui date depuis juillet 2016 avec la société SGS Automobile Service, donc qui font passer l'examen théorique du code de la route à la salle socioculturelle. Donc on vous propose de renouveler cette convention avec cette entreprise pour l'année 2023. L'endroit est bien repéré, ne déstabilisons pas nos jeunes concitoyens, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui doivent passer cet examen. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie et on ouvre le chapitre avec l'adjoint aux travaux et à l'urbanisme et la première délibération qu'il présente sur le FIH. Bonsoir à tous et à toutes. Convention, donc fonds d'intervention pour l'habitat, le FIH. Donc, ce sont des délibérations que vous avez l'habitude d'avoir maintenant. Il y avait un autre avant, hein, il m'attendait pas à ce moment-là. Ben oui, puisqu'il en a une autre à présenter avant dans l'ordre. Oui, mais j'ai rien dit. Oui. Ah, mais j'apprécie votre plasticité intellectuelle, monsieur l'adjoint. Il vous en prie. Convention entre la ville et l'ART. Voilà, convention entre la ville et l'ART, donc l'association Recherche-Travail. C'est une convention qui existe depuis 2010. C'est là un renouvellement qui se fait comme chaque année. L'ART, donc, dans le cadre d'un chantier d'insertion où travaille un encadrant et en moyenne à peu près 8 salariés en CDD, la location des espaces ainsi que la mise en œuvre de prestations techniques liées à ces locations doivent être sécurisées juridiquement par la signature d'une convention entre le loueur, nous, Ville de Morlaix, et le locataire. Ces conventions ont vocation à délimiter les responsabilités de chacune des parties, à organiser les régimes d'assurance et à fixer les conditions financières des locations. Considérant qu'au regard des délais parfois restreints qui précèdent les demandes de location de ces espaces, les membres de l'Assemblée délibérante pourraient ne pas être réunis en temps utile. Au fin, la délibération jointe propose d'autoriser Monsieur le maire à signer les dites conventions. Voilà, sur les lignes du dessous, vous avez les lignes des travaux en mémoire réalisés en 2022 et ceux qui seront proposés en 2023. Je vous en laisse libre lecture. Merci. Là aussi, un partenariat de longue date avec l'ART qui se maintiendra l'année prochaine. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Et il était déjà prêt. Le voilà désormais sur le FIH. Jérôme. Le fonds d'intervention pour l'habitat, comme vous le savez, dans le cadre de sa politique patrimoniale et de la mise en valeur du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, son PSMV, la ville de Morlaix accompagne financièrement les propriétaires réalisant des travaux d'entretien et de mise en valeur portant sur les façades des immeubles et des commerces, ainsi que sur les murs de soutènement traditionnels. Dans les cadres du fonds d'intervention pour l'habitat, le FIH, préservation et mise en valeur des façades, restauration des façades des immeubles à pans de bois répertoriés comme bâtiments remarquables, le conseil municipal est sollicité concernant les demandes suivantes. Il y en a 5. Une pour la rue Courte, 65 rue de Brest, 11 rue de Paris, 26 rue Gambetta et 19 rue Villeneuve. Le tout pour un total de... Je vais retourner le document. Voilà, 11 752 et 77 centimes d'euros. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue avec le fonds de modernisation des enseignes et des façades commerciales. Alors, attendez, j'ai du mal à trouver ma page.
Il n'y en a qu'une. Merci. Donc toujours pareil. Donc pareil, hein, dans le cadre du PSMV, donc là c'est le fonds de modernisation des enseignes et des façades. Il y a une demande cette fois-ci pour le 1 rue de Calac concernant des remplacements de vitrines commerciales et d'enseignes pour un montant de subvention alloué de 2 079,50 €, sachant qu'il y avait pour 8 318 € de travaux subventionnés. Merci Jérôme. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Et nous continuons avec le fonds d'aide pour les murs de soutènement. Le fonds d'aide pour les murs de soutènement. Donc, par délibération en date du 18 décembre 2013, le conseil municipal avait décidé la création d'un fonds d'aide pour les murs de soutènement afin d'encourager les propriétaires privés à en assurer l'entretien et, le cas échéant, la réfection. Donc, il y a une personne qui a demandé ce fonds d'aide et le montant de la subvention était de 479,02 €. Merci Jérôme. S'il n'y a pas d'intervention, pas d'abstention, pas d'opposition, il nous reste une dernière délibération. Mais quelques informations concernant la journée de dimanche. Il y a évidemment toutes les animations de Noël qui sont maintenues au centre-ville. Si d'aucuns voulaient réserver leur dimanche après-midi, oui, c'est ce que je viens de dire. Si d'aucuns voulaient réserver leur dimanche après-midi à la finale de la Coupe du Monde, un certain nombre d'établissements au centre-ville de Morlaix rediffuseront cet événement. Hein, mais à 18 h, nous attendrons tous le Père Noël. Et si le football nous amenait une nouvelle fois à remporter une étoile sur le maillot, l'ensemble des Morlaisiens et des Morlaisiennes pourraient dès lors venir collectivement fêter cet événement puisque le centre-ville sera sécurisé, sans voiture, et qu'en lien avec la préfecture, cette sécurisation de l'espace public durera au moins jusqu'à 21 h. Donc, pour ceux qui ne regardent pas le foot, toutes les animations sont maintenues, et puis pour ceux qui seraient comme ça amenés à regarder le match, nous pourrions peut-être ensemble célébrer de la manière la plus sécurisée possible, je l'espère, une victoire de l'équipe de France. Il reste une dernière délibération qui vous a été remise sur table. C'est le versement d'une subvention dans les budgets d'équilibre. Il en est un qui n'est toujours pas clos. C'est le lotissement de Loré-du-Bois. Et afin de permettre les dernières écritures sur ce budget, hein, le conseil municipal est sollicité pour voter la somme maximale de 128 219,99 € sur le budget du lotissement de Loré-du-Bois. C'est la dernière délibération de ce soir. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Chers collègues, je crois que nous serons un certain nombre à nous revoir dimanche. Pour ceux que je n'aurai pas l'occasion de recroiser d'ici la fin de l'année, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à tous et à bientôt.